Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 16 mars 2025. C'est un numéro spécial. Nous avons juste 30 minutes à passer ensemble. Deux temps forts à retenir. Le point de l'actualité et l'invité de la semaine. Il s'agit de Expérience Tébé, président du mouvement populaire de libération, membre du cadre de concertation des partis de l'opposition. Ce cadre qui exige la relecture du code électoral pour des élections inclusives en 2026 au Bénin. Comment y arriver? Il nous le dira, mais avant, voici le journal. À la une de l'actualité au Bénin, célébration de la journée internationale des droits des femmes. Le groupement des femmes solidaires du Bénin n'est pas resté à marge de l'événement. Ses membres se sont retrouvés à Cotonou pour festoyer avec le soutien des responsables du parti, le Bloc républicain. On en parle dans un instant. On parlera également d'une compétition culinaire qui a eu pour cadre la résidence de l'Union européenne à Cotonou. Il s'agit de la finale du concours Top Chef 2 organisé par la Chambre de commerce européenne du Bénin en partenariat avec l'ambassade de France. On démarre avec le point de l'actualité. Elles étaient également au rendez-vous de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes édition 2025. On parle des femmes solidaires du Bénin en provenance de tous les arrondissements de Cotonou. Elles se sont retrouvées à Zogoué pour marquer cette célébration, une manifestation festive soutenue par le Bloc républicain qui adhère aux idéaux du mouvement, de même que les actions que mènent ses membres. Le reportage est signé Jules et Joe. Dans cette ambiance de joie et de fierté, le mouvement des femmes solidaires du Bénin commémore la Journée internationale des droits de la femme. Une salle pleine comme un œuf dans laquelle la présidente indique que cette journée a une connotation particulière pour son groupement, celle de rendre un vibrant hommage aux vaillantes femmes qui transforment la société par leur courage. Pour soulager le quotidien des femmes, nous faisons beaucoup plus de formations sur le leadership, l'engagement politique, l'autonomisation de la femme, et nous leur donnons aussi beaucoup plus de conseils d'écoute et d'éveil. Nous les accompagnons aussi dans l'éducation de leurs enfants et aussi l'éducation sexuelle, surtout pour leurs jeunes enfants de 18 ans et plus. Et nous sommes aussi dans les transformations de nos produits locaux, c'est-à-dire il y a des femmes qui sont là, qui sont spécialistes de chapalo, de bissap, de savon liquide, etc. Une très belle célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2025, des groupements des femmes solidaires qui, voyant les actions du Bloc républicain à Cotonou, ont décidé de composer avec le parti du Cheval Cabré. Ceci par le truchement du conseil municipal Émile Rouneladi et ses collègues élus de la mairie. Rien ne peut se faire dans cette vie sans la femme. Et l'a martelé le président du Bloc républicain, Ablia Biotchané, que l'autonomie de la femme, partout où nous passons, que nous laissons la place à la femme. C'est pour cela que depuis le 8 mars, nous avons commencé sur son instruction, appuyer les femmes dans toutes les rues de Cotonou ou dans tout Cotonou, nous appuyons les femmes. Dans le cours de cette célébration de la Journée internationale de la femme, une communication au profit des femmes axée sur la thématique « Femmes et pouvoir », frein à l'égalité de genre et de l'autonomisation de la femme au Bénin a été animée par la présidente. Elle se résume à la sécurité, la dignité et la promotion de la femme béninoise. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes toujours. Cette fois-ci, nous sommes avec celle du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale. Vous allez le voir, elles ont célébré en différé la journée s'inspirant du thème de cette édition. Elles ont mené des réflexions à travers une communication sur les droits des femmes béninoises en milieu professionnel ainsi que dans les couples. C'était un moment festif dont parle ici Florence Boussard.
Le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale s'engage davantage à promouvoir les femmes. La Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars est organisée ici en différé avec ces valeureuses femmes du ministère. Elles ont initié une panoplie d'actions, non seulement en faveur des jeunes filles des établissements d'enseignement général du Bénin, mais aussi des femmes rurales de diverses localités du pays. Le thème de cette année intitulé « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation » met en lumière l'urgence d'agir pour que chaque femme et chaque fille, partout dans le monde, puisse exercer ses droits de manière pleine et entière. Notre ministère, sous le leadership du ministre d'État, n'est pas resté en marge des actions en faveur de la promotion de la femme. C'est le moment pour nous d'exprimer toute notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le ministre d'État. En effet, Monsieur le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, avec votre discrétion et votre calme habituel, vous avez su imposer cette vision au sein de notre ministère. Grâce à votre leadership éclairé, sans éclat ni tapage, mais avec une détermination profonde, vous avez fait de la promotion de la femme un axe central de vos actions. Le thème retenu cette année au niveau mondial est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». En s'inspirant donc de cette thématique, une communication sur les droits de la femme au travail, dans le couple et les différents recours a été faite, suivi de débats au cours de cette célébration. Je veux donc ici rendre un hommage sincère et appuyé à toutes les femmes de ce ministère, à nos partenaires et à tous les acteurs engagés sans relâche pour la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette célébration d'aujourd'hui ne doit pas être un aboutissement, mais une étape renouvelée. Elle doit nous inspirer à détruire les barrières, à faire reculer les discriminations. Cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme a duré 3 jours. Elle est meublée de plusieurs actions en faveur des couches vulnérables. Toujours dans l'actualité, un rendez-vous à marquer dans vos agendas. Sachez qu'en mai prochain, Cotonou va accueillir la 4e édition du Forum international intermédiation du numérique et de l'innovation. C'est une plateforme donc de financement du secteur privé. En prélude aux travaux, le promoteur du FONI était face aux hommes des médias jeudi dernier. C'était à la faveur de l'émission Le Club de l'économiste. À l'occasion, il s'est agi de dévoiler à la presse le programme et le contenu de ce forum. Reportage. Le Bénin s'apprête à braquer les projecteurs les 22 et 23 mai prochains sur le FONI, le Forum international de l'intermédiation du numérique et de la technologie. C'est un rendez-vous qui allie économie, finance et promotion du numérique. À cette rencontre avec les hommes des médias, l'initiateur de ce forum entend exposer au public le bien fondé de cet instrument qui s'ouvre sur le monde des finances et de la technologie. Le FONI est un concentré de l'essentiel autour de la problématique du financement du secteur privé, de la digitalisation des services financiers, services publics. Vous savez, il y a un gros travail qui a été fait au Bénin en matière de l'administration intelligente. Et les services publics sont digitalisés. Il faut venir expliquer l'apport pour les citoyens. Donc, vraiment, c'est un cadre ouvert. On a mis un peu de l'innovation. Par exemple, il y aura une remise de distinction pour les gens qui ont mieux performé. Donc ça, on verra un peu pour définir des critères. Le financement du secteur privé, la digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique est le thème retenu pour cette édition. Le FONI entend offrir aux entreprises des solutions de financement adaptées à leurs besoins. Le thème n'a pas été choisi au hasard. C'est un thème qui vient d'abord des forums précédents à la demande du public. Et deuxièmement, ça tombe bien parce que je sais que le Bénin est dans une phase de développement impressionnant que nous apprécions avec, disons, une stratégie de développement industriel, le tourisme
Et nous allons apporter notre contribution à travers ce forum qui FONI 2025, qui s'organise pour la première fois au Bénin, qui est notre pays natal, de sorte à ce que nous puissions contribuer aussi au rayonnement de notre très cher pays et garder la même dynamique de développement qui est enclenchée aujourd'hui. Donc voilà un peu la raison pour laquelle on est venu à Cotonou pour présenter cet événement important et on espère qu'on aura le soutien du gouvernement, le soutien de tous les acteurs pour que ce FONI soit un succès. L'initiative est à sa 4e édition et c'est la toute première fois que le Bénin l'abrite. La participation massive des divers acteurs pour un dialogue, des interactions et du réseautage est l'ambition de Blaise Arouanchidé. Et je l'ai annoncé en début de cette session d'information, on connaît désormais les gagnants du concours Top Chef 2 organisé par la Chambre de commerce européenne du Bénin en partenariat avec l'ambassade de France. La finale s'est déroulée vendredi dernier à la résidence de l'Union européenne à Cotonou. L'initiative vise à révéler les talents dans la culinaire et les accompagner dans leur insertion en entreprise. Reportage. Sacré vainqueur de la 2e édition du concours Top Chef Eurocham, l'équipe de serveurs exulte. J'ai l'habitude aussi de dire aux jeunes, lorsqu'on participe à un concours, on gagne ou on gagne. Soit on gagne par expérience, soit on gagne le trophée. Donc il n'y a rien à perdre. Donc ils ont gagné, ils ont sorti les victorieux. On remercie le bon Dieu, je remercie toutes les équipes. Aux prises avec Goldel Tulip, champion déchu et l'imprévu, les poulains du chef Babacar obtiennent cette victoire à l'issue d'une épreuve où les compétiteurs ont rivalisé de créativité, de technicité et d'habileté pour élaborer un menu complet composé d'une entrée, un plat et un dessert. Et c'est sur ce dernier point que la décision s'est faite, selon la marraine de l'événement. On avait un dessert de serveurs qui était vraiment incroyable. Eux, ils ratent leur cuisson du Maghreb. Eux, ils nous font la meilleure cuisson du Maghreb. D'accord ? Donc c'est pas un concours de pâtisserie, mais ce soir c'est le dessert qui les fait gagner. Cette finale est l'étape ultime d'un parcours qui a démarré en décembre 2024 par une remise à niveau de 24 apprenants issus de 6 écoles de cuisine et s'est poursuivi par une immersion en entreprise du 19 au 31 janvier 2025. La formation professionnelle est un secteur prioritaire de la coopération entre la France et le Bénin. C'est dans ce contexte que nous sommes fiers de soutenir depuis 2 ans maintenant des initiatives comme celle de Top Chef. Top Chef, c'est un projet qui met en lumière la richesse du potentiel culinaire du Bénin, mais surtout qui propose un programme d'accompagnement complet avec une immersion en entreprise et un coaching en direction de la jeunesse qui se destine au métier de chef. Le principal objectif est de rapprocher les jeunes du monde du travail, puisqu'en général, dans les centres de formation, ils n'ont pas cette approche comme on peut l'avoir dans une entreprise. Donc le but, c'est qu'ils soient suivis par des professionnels. L'événement est marqué par un jeu qui a permis à l'un des participants de décrocher un billet de voyage Cotonou-Europe offert par Brussels Airlines. Les jeunes ayant compéti dans le cadre de cette finale bénéficieront d'un suivi afin d'intégrer des entreprises membres de la Chambre de commerce européenne du Bénin. Et nous voici de retour sur le plateau du grand format et c'est le moment de recevoir donc notre invité de la semaine qui vient de s'installer, Monsieur Espérance Tebe. Bonjour. Bonjour, M. Boukari. Alors, président du mouvement populaire de libération, membre du cadre de concertation des partis de l'opposition, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, le cadre de concertation qui exige la relecture du code électoral pour des élections inclusives en 2026. Que reprochez-vous à ce document? D'abord, je vous remercie pour l'invitation qui m'est faite. Et tout de suite, je vais vous dire que ce n'est pas le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition seul qui réclame la relecture du code électoral. Vous avez, à travers notre Assemblée générale qui a du 11 mars dernier,
qui a réuni les confessions religieuses, et la société civile, les syndicalistes et autres. Tout le monde est unanime que ce code électoral comporte des dispositions qu'il faut revoir pour préserver la paix, la cohésion et assurer une transparence des élections en 2026. Donc ce n'est pas seulement les politiques, et comme vous avez essayé de le dire tantôt, hein, vous avez vu avant cela le clergé catholique, les confessions religieuses, les différentes confessions religieuses, les composantes de la société. Ce que je veux que les Béninoises et les Béninois retiennent, ce n'est pas seulement l'opposition qui réclame cette relecture, c'est l'ensemble de la société civile, élargi aujourd'hui aux confessions religieuses et autres, qui trouvent qu'il y a des dispositions qui portent les gemmes d'exclusion pour 2026. Quelles dispositions, par exemple? Voyez-vous, lorsque je prends, s'agissant du code électoral, la barre des 20% pour le seuil d'éligibilité dans chaque circonscription électorale pour les élections législatives. Lorsque je prends le parrainage, les 15% de parrainage, lorsque je prends également, il y a beaucoup d'autres dispositions que comporte ce code électoral que vous le savez bien, a été adopté en mars dernier dans certaines conditions. Aujourd'hui, nous estimons que pour assurer la transparence de ces élections, pour assurer l'inclusivité de ces élections, et au regard de tous les problèmes que notre pays a connus, des élections organisées successivement depuis le régime de la rupture qui s'est installé en 2016, nous souhaitons que nous nous asseyons et qu'on voit ensemble, qu'on revoie ensemble ces dispositions qui, pour nous aujourd'hui, peuvent être source de difficultés pour ces élections de 2026. Alors, donc ce n'est pas seulement l'opposition. D'accord, il y a également le clergé, en tout cas l'ensemble de la société civile, donc vous l'avez dit. Exactement. De l'autre côté, l'opposition, on va dire, a presque gagné la bataille de l'audit du fichier électoral. Ce n'est pas suffisant pour garantir la transparence des élections? Ce n'est qu'un début. Parlant d'élections, vous conviendrez avec moi que le fichier électoral est une pièce maîtresse en termes de transparence d'un scrutin. Bon, mais aller auditer ce fichier au regard de tous les problèmes que nous avons connus par le passé, ce n'est pas une victoire, je vais dire, pour l'opposition seule. Ça concerne toute la classe politique qui a envie de participer et gagner ces élections-là. C'est un début. Nous attendons la fin de cet audit pour voir les imperfections qui seront révélées et comment ensemble nous allons les corriger. C'est un début. Mais au-delà de ça, dans ce code électoral, ce n'est pas seulement le fichier. Nous avons également, qu'il vous souvienne que le 11 également mars dernier, nous avons rencontré la Sénat pour d'autres préoccupations. Le recrutement des agents électoraux. Également, à part les agents électoraux, il y a également les démembrements de la Sénat qui sont délégués au niveau des circonscriptions, les ACA, les CA, voilà, qui, pour le compte de la Sénat, centralisent les travaux de compilation et autres au niveau des circonscriptions, des arrondissements. Vous savez que par le passé, ce choix faisait au niveau de l'Assemblée et on avait la chance d'avoir l'opposition et la mouvance représentées à ces niveaux-là. Aujourd'hui, la manière dont ils sont recrutés amène à retrouver généralement les gens d'une seule obédience au niveau de ces structures. Donc, nous avons discuté de ces questions. C'est des préoccupations que nous avons contre ce code électoral-là, pour lesquelles nous souhaitons qu'on puisse se rasseoir et trouver un milieu plus juste pour le bien-être de notre pays. Parlant de la relecture du code électoral, comment comptez-vous y arriver? On sait que l'opposition est minoritaire au Parlement. Est-ce qu'une fois encore, vous comptez sur la gentillesse de Patrice Talon sur ce point également? Oui, non, pas sur sa gentillesse, non, mais plutôt sur sa clairvoyance, oui, son ouverture d'esprit. Vous savez que il s'en va en 2026 et il ne voudrait pas du tout laisser un pays quand même en déconfiture. Il voudrait laisser un pays en paix. Donc là-dessus, nous pensons qu'au-delà de toutes les discussions vives
je vais dire, que vous suiviez en ce moment, au-delà des points de vue des uns et des autres, nous trouverons très bientôt, avec son ouverture d'esprit, effectivement, nous trouverons un juste milieu pour nous rasseoir et revoir ces dispositions-là pour le bien-être de nos concitoyens. Parce que vous savez que si on construit le pays, on doit également penser aux hommes qui l'habitent. On doit penser au bien-être des hommes, des travailleurs et du peuple en général. Et ça, je ne peux pas dire que ce n'est pas le souci du chef de l'État. C'est pour ça qu'en dépit des clivages politiques, nous pensons que d'ici à là, il reviendra à de meilleurs sentiments et pourra également convaincre ses partisans à ce qu'on s'asseye pour revoir ces dispositions-là. Et puis, il y a le protocole additionnel de la CEDEAO qui interdit aux États membres de l'organisation de changer donc, les lois électorales à 6 mois donc, des élections. Nous sommes à 10 mois donc, de ce rendez-vous électoral. Est-ce que c'est un réveil tardif pour l'opposition? Non, pas du tout. Et la disposition à laquelle vous venez de faire allusion dit que on ne peut pas effectivement revoir cette disposition-là, sauf en cas de large consensus. Donc je pense que le chef de l'État pourra se départir des conditions partisanes et voir le bien-être du pays et convaincre ses partisans à ce que, ensemble, avec l'opposition, avec la société civile, les syndicats, tous les Béninois, les forces vives de la nation, qu'on puisse se rasseoir pour nettoyer ces dispositions qui sont susceptibles de créer des situations conflictuelles un peu difficiles pour le pays. D'accord. Autre volet de notre discussion, vous avez sans doute connaissance de l'entretien accordé par le chef de l'État au magazine Jeune Afrique, occasion, une fois encore pour lui, de réaffirmer sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat. Cela vous rassure au niveau de l'opposition? Pour nous, au niveau de l'opposition, c'est une question clôturée. Depuis à l'Assemblée générale du 3 février, du cadre de concertation, nous l'avons redit, c'est une question clôturée pour nous, la question du troisième mandat. Je ne comprends même pas personnellement pourquoi d'autres ragitent ça. C'est inutile. Notre pays ne connaîtra plus des questions de troisième mandat. C'est fini. Pensons plutôt au prochain président qui doit prêter serment en 2026. Et c'est à cela que nous travaillons. Et la libération des prisonniers politiques, ça fait partie de ce que l'opposition exige, on va dire, tous les jours. Sur la question de la libération de Madougou à Ivoire, le chef de l'État a été encore plus clair. Il ne va pas les gracier. Est-ce que c'est une déception pour vous? Non, je pense que c'est son état d'âme de l'instant et que d'ici à là, il reviendra de meilleurs sentiments. Parce que sans vouloir dire que nous sommes en train de cultiver un sentiment d'impunité ou du moins défier notre justice, nous pensons qu'au-delà de tout ça, nos compatriotes qui sont en prison pour des faits de ci ou ça, qu'il est important de revoir tout ce qui s'est passé, surtout lorsqu'on sait dans quelles conditions ces compatriotes se sont retrouvés en prison, pour qu'on trouve le mécanisme pour les faire sortir de là pour le bien du pays. Nous ne voulons pas, nous ne demandons pas à construire un pays dans l'impunité, mais nous voulons que les conditions dans lesquelles ces compatriotes se sont retrouvés en prison, là, que nous connaissons tous, nous amènent à revoir cette situation. C'est pour ça que nous continuons de marteler qu'il faut que ces compatriotes puissent retrouver la liberté. Rekia Madougou, Joël Aïvo et tous les autres, tous ceux qui sont en dehors également du pays, il faille nécessairement les ramener pour qu'ensemble nous puissions construire un Bénin plus équilibré, un Bénin plus inclusif à partir de 2026. Et rassurez-vous, ils rentreront. D'accord. Alors, que retenez-vous des explications et des confidences de Patrice Talon au sujet de la brouille entre lui et son ami Olivier Bokor, aujourd'hui en prison? Je pense que c'est des affaires strictement personnelles que nous ne devons pas accorder beaucoup d'intérêt à cela. Ça n'intéresse pas beaucoup le pays, sauf la partie où on a entendu qu'il y a eu l'intention de remettre en cause l'ordre constitutionnel. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi que nous avons déjà transcendé et dépassé dans notre pays depuis 1990. Les gens... N'empêche, il y aura des velléités, mais que tout le monde sache qu'on ne peut plus revenir à ce niveau-là. C'est clôturé, c'est fini. Depuis cette historique conférence nationale de 1990, le Bénin a déjà franchi un autre cap et nous sommes aujourd'hui, nous sommes jaloux
très jaloux de notre démocratie, que nous voulons continuer par construire. Nous voulons un développement économique, mais également sur le plan politique, nous voulons continuer d'être un exemple pour les autres pays. Nous voulons dépasser les grands pays démocratiques qu'on cite. Donc, ces querelles intestines de clans et personnels, je pense que nous les avons dépassées. Il pourrait y avoir des brouilles entre le chef de l'État et ses amis. Ça nous intéresse très peu. Aujourd'hui, nous sommes arrivés sur 2026 et nous voulons réussir ce cap. D'accord. Alors, le procès de la fête d'Anivo a démarré depuis mardi dernier. Vous suivez sans doute le déroulement de ce procès. Pour le moment, quelle est l'opinion que vous faites de cette affaire? Je n'ai pas d'opinion personnelle sur une affaire pendante devant les juridictions, dans un procès en cours. Et je regrette également qu'il y ait beaucoup de supputations autour de cette question. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, de façon tendancieuse, on commence déjà par faire des orientations ciblées. Moi, ce n'est pas ma lecture personnelle et je pense que ce n'est pas également la lecture de mes collègues au niveau de l'opposition. Nous attendons que le procès aille à son terme et qu'on puisse situer les responsabilités. Il est normal que dans une situation comme celle qui a été le cas d'Anivo, les familles, tout le peuple béninois veut savoir les contours. Mais évitons les supputations et laissons le procès aller à son thème avant de faire des procès d'intention. Est-ce que pour vous, il y a des grandes leçons à tirer de cette affaire? Absolument. Et pour moi, en tant qu'également agent de serviteur de l'État, il y a de grandes leçons à tirer. Chaque fois que nous avons à exercer une parcelle de pouvoir, quelle que soit notre position dans l'appareil de l'État, il faut que nous le fassions avec loyauté et que nous sachions que nous aurons à rendre compte tôt ou tard. Et ça vaut pour nous tous. Ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, ceux qui viendront demain, il faut qu'on puisse, le sens de la responsabilité, et la responsabilité morale et civique, et également l'engagement même des individus que nous sommes, des acteurs politiques à divers niveaux, doit nous rappeler que nous aurons à rendre compte et que nous devons faire les choses suivant les règles de l'art. D'accord. Une dernière question pour vous en quelques secondes. Comment le MPL se prépare-t-il pour les prochaines élections, au-delà même de son engagement aux côtés des autres forces de l'opposition? Très activement, M. Boukari, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises que les difficultés que connaissent aujourd'hui notre pays, en grande majorité, c'est les jeunes qui sont les victimes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tirant leçon de tout ce qui nous est arrivé, nous avons l'impérieux devoir de faire en sorte que 2026 soit pour nous un succès. C'est pour ça que très tôt, après avoir appelé à ce rassemblement de l'opposition, nous sommes engagés au premier plan pour jouer le rôle qui est le nôtre. Au-delà de ça, nous allons peser de tout notre poids. Et rassurez-vous, le MPL sera à l'avant-garde des événements qui vont marquer 2026. Du moins, c'est le nouveau régime qui va s'installer en 2026. D'accord. Merci à vous, M. Expérience Tebe, président du Mouvement populaire de libération, le MPL, qui appartient au cadre de concertation des partis de l'opposition au Bénin. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais annoncé, c'est un numéro spécial aujourd'hui et c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 16 mars 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Agondi, c'est à Djidia. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.